dos, tres, cuatro, clap. Bon alors bonsoir, je m'appelle Éric Paulin, je suis ingénieur de formation. J'ai eu un moment dans ma carrière où je me suis retrouvé au chômage, donc j'en ai profité pour aller retourner à la faculté quand j'avais 50 ans, retourner à la faculté et tant qu'à faire, la faculté de théologie et donc de philosophie à Fribourg. Et puis j'ai eu la surprise à cette occasion d'entendre parler de mon métier, qui est l'informatique, par des gens de qui c'était pas du tout le métier, mais dont le métier était la philosophie. Donc quelque part du côté des catégories d'Aristote, pour ceux qui ont une vague idée de la philosophie. Alors c'est un peu scabreux de faire cette présentation ce soir, d'abord après l'exposé précédent qui racontait des choses tout à fait concrètes et distrayantes, si j'ose dire, enfin en tout cas très imagées. Moi je vais vous parler de choses très abstraites. Ensuite je vais en parler en essayant de me mettre entre deux domaines extrêmement techniques, la philosophie d'un côté qui devrait pas être si technique, mais enfin qui l'est de fait par le vocabulaire employé, l'informatique qui par nature est extrêmement technique, devant un auditoire où il y a des gens, et j'ai entendu dire qui sont informaticiens, d'autres qui sont philosophes, et je vais essayer de n'ennuyer personne et en même temps de ne pas dire trop de bêtises. Alors ça va pas être très facile. Et je voulais vous faire part donc de cette surprise que j'ai eue. En fait, je me suis inscrit à un cursus qui était sur la querelle des idéaux. Je n'avais aucune idée de ce que ça recouvrait, mais bon. Et c'est à cette occasion que j'ai j'ai retrouvé des concepts qui sont ceux que j'utilise tous les jours dans mon métier. Alors, je vais commencer par... bon, ici, vous avez une petite image que tout le monde connaît, une célèbre peinture de Magritte. Hein. Voilà, ceci n'est pas une pipe. Bon, pourquoi est-ce que c'est pas une pipe ? Parce que c'est un tableau. Donc, si c'est un tableau, c'est pas une pipe. Voilà. Donc il y a cette espèce de tension entre le signifiant et le signifié, entre le symbole et l'objet réel. Là, il s'agit juste d'une représentation. D'ailleurs, le titre de ce tableau, c'est la trahison des images. Hein. Donc cette idée qu'il y a une distance nécessaire qui se fait entre l'image et puis l'objet d'origine. Alors ce qui est vrai pour l'image est vrai pour le concept, c'est-à-dire pour la généralisation des objets. Donc, donc je parlais de catégorie tout à l'heure, juste pour dire un petit mot, pour illustrer de quoi on parle. Eh bien, je suis un homme, étant un homme, enfin un être humain, étant un être humain, je suis un mammifère. Étant un mammifère, je suis un être vivant, etc. Donc voilà, c'est le fait de catégoriser, de classifier, de regrouper ce qu'il y a de commun entre plusieurs entités. Alors ces entités, elles sont de deux ordres. Il y a les entités concrètes, donc moi je suis une entité concrète, du moins c'est ce que je m'en rends bien compte quand je me cogne le petit orteil sur le pied de la table, hein, donc je me rends bien compte que je suis une entité concrète. Et puis, le concept d'homme, lui, en revanche, est un concept abstrait, et puis celui de mammifère également, et ainsi de suite. Alors, cette notion ce concept de catégorie, il remonte évidemment loin, il remonte en fait bien avant le Moyen-Âge. Le titre de ma petite allocution, c'est le Moyen-Âge, parce qu'il y a une espèce il y a une espèce de crise ou de dialogue qui devient un enjeu presque politique, avec des gens qui se retrouvent interdits au moment du Moyen-Âge, mais en fait, les racines de cette réflexion, elles remontent au moins à Socrate et probablement au pré-socratique, dans le fait de raisonner sur des concepts généraux. Et puis les concepts généraux, tout le monde en utilise.
une petite fille de 3 ans qui voit un chien qu'elle n'a jamais vu, peut-être d'une race qu'elle n'a jamais vue, va dire « Ah, c'est un chien ». Donc il y a bien, elle va pour ça avoir recours à quelque chose qu'elle a intégré, qui est un concept auquel elle va pouvoir rattacher des animaux qu'elle n'a jamais vus, d'abord des individus qu'elle n'a jamais vus, mais potentiellement peut-être aussi des races de chiens qu'elle n'a jamais vues. Bon. Donc là, on n'a pas seulement que le fait de rattacher des instances concrètes, on a aussi le fait de rattacher d'autres concepts à des concepts existants. Alors, voilà, alors je vais commencer par un tout petit peu d'informatique, le moins possible, pour ne pas ennuyer ceux qui savent déjà et ennuyer encore plus ceux qui ne savent pas. Donc le problème de l'informaticien, en tout cas du programmateur, qui est un des métiers de l'informatique, il y en a de nombreux, le problème du programmeur, c'est d'organiser et de factoriser le code. Alors factoriser, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si on a la même séquence d'instructions, on ne l'écrit qu'une fois. Un petit peu comme le gars qui invente la fourchette, il invente une fourchette qui va servir aussi bien pour la viande que pour la tarte, puisque une tarte, évidemment, se mange avec une fourchette et pas avec une cuillère, comme chacun sait. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver une solution, d'écrire les choses une seule fois quand elles deviennent répétitives. De ne pas reproduire, de ne pas bégayer, si j'ose dire, dans le code. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Évidemment, ça va permettre d'écrire moins de lignes de code, mais ça va permettre également de corriger moins de lignes de code et de faire évoluer moins de lignes de code après. Donc, la factorisation du code est un enjeu qui est essentiel en matière d'informatique. Donc, on va essayer de mettre en commun ce qui peut être mis en commun. Et vous voyez qu'on va retrouver le concept dont on parlait tout à l'heure. On va dire finalement, si je dis ces différents animaux sont tous des chiens, c'est donc qu'ils ont quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont en commun, on va, dans un programme informatique, si on avait un programme informatique qui simulait des chiens, eh ben on va essayer de ne programmer qu'une fois, de n'écrire qu'une fois, ce qui fait le comportement d'un chien. Par exemple, il y aura peut-être une fonction aboyer, on va l'écrire qu'une fois, et puis on va l'appliquer. Ensuite, on va dire, Médor, il aboie, et puis Rex, il aboie aussi, etc. etc. Voilà le principe. Alors, il y a... historique, je ne vais pas rentrer dans une histoire des langages de programmation, qui est une histoire très passionnante, d'ailleurs assez complexe, mais ce qu'on peut dire, en gros, c'est qu'il y a eu un moment où on s'est rendu compte que c'était pas suffisant de factoriser des fonctions, par exemple aboyer, mais qu'on avait vraiment besoin d'un concept chien, en fait. Et donc, c'est là qu'est apparu ce qu'on appelait la programmation orientée objet. Donc, l'objet, c'est l'instance, c'est Rex, et puis on a dit Rex, il appartient à une classe, et cette classe, c'est la classe chien. Voilà, pour le vocabulaire des informaticiens. Et puis, il y a eu une certaine... on s'est heurté à certaines difficultés pratiques, parce que ces concepts, en fait, rigidifiaient le code et rendaient difficiles certaines situations où on avait soit des cas particuliers complètement unitaires, puis du coup ça obligeait finalement, au lieu de factoriser le code, on se mettait à dupliquer, à avoir une structure qui était lourde, alors qu'on n'avait qu'un seul cas à instancier et donc un seul cas à représenter. C'est-à-dire le jour où on avait un chien à 5 pattes, on était obligé si on voulait vraiment respecter le paradigme de cette programmation orientée objet, on était obligé de faire une classe spéciale de chien à 5 pattes. Ce qui valait peut-être pas le coup, parce que s'il y avait qu'un seul chien dans ce cas-là, c'était peut-être un peu exagéré. Et puis on a également, on s'est retrouvé avec des objets qui avaient un cycle de vie au cours duquel ils évoluaient, c'est-à-dire au sein d'un même programme ou au sein du cycle de vie. Par exemple, on a peut-être un contrat si on a un contrat d'assurance vie, on va peut-être accumuler
de l'argent pendant une certaine durée, et puis à la fin, quand on se retrouve en retraite, on va au contraire retirer cet argent. Et donc, est-ce que c'est le même objet, est-ce que c'est pas le même objet, enfin, etc. Donc, il se posait un certain nombre de problèmes de ce point de vue. Et donc, il y a eu des tentatives de rejeter finalement cette approche et de revenir à une approche par prototypage. C'est une approche dans laquelle on dit, au lieu de définir de façon, comment dirais-je, très normative, voilà ce que c'est qu'un chien, on disait, voilà, je crée un chien, voilà, j'en ai un là, et le jour où j'en ai besoin d'un deuxième, je fais copier-coller. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est une approche par prototypage. Et donc le langage par... j'ai déjà ennuyé 2 personnes. le langage par excellence où il y a eu cette remise en cause, c'est JavaScript, qui est un langage qui a eu une grosse importance, pas pour cette raison-là, mais parce que c'est le langage qu'il y a à l'intérieur de nos navigateurs. Donc quand vous lancez Firefox, il y a JavaScript dedans. Et donc, du coup, c'est un langage que tout le monde utilise, donc, que tout le monde utilise sans le savoir en général, mais qui est partout. Sur tous les ordinateurs, sur votre téléphone portable, à l'intérieur, il y a JavaScript. Hein. Ça, c'est le langage qui a la plus grande ubiquité, comme on dit dans notre jargon. Et donc, les gens qui ont inventé JavaScript, ça s'est fait à une époque assez particulière. C'était une société qui s'appelait Netscape à l'époque. Il y avait une espèce de course à l'échalote au moment où c'était la dot-com frenzy, comme on disait, c'est-à-dire une espèce de course à celui qui serait le premier. Et vous savez que cette course, finalement, c'est Microsoft qui l'a gagnée contre Netscape. Netscape est mort, mais c'est quelqu'un de chez Netscape à l'époque qui a... dans cette espèce de course à l'innovation d'Internet, de l'arrivée d'Internet, qui a choisi d'inventer un nouveau langage au lieu d'utiliser un langage existant. Et donc, ils ont fait ce choix. Alors, en pratique, au bout d'un assez grand nombre d'années, finalement, ils ont quand même réinclut la possibilité de créer des classes à l'intérieur de JavaScript. Et donc, dans JavaScript, on a aussi la programmation orientée objet, finalement, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont dit ça a tout de même des avantages. Et c'est pas qu'on n'aime pas les prototypes, mais il y a quand même des cas où c'est pratique. Bien. Voilà, je vous embête pas plus avec ça. Juste le petit point, là, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que parmi les avantages des classes, eh bien, on est un petit peu plus compact. Là, on voit sur cet exemple, si on retire les lignes où il y a juste des accolades, il y a besoin de 4 lignes. Ah, ça n'a pas marché, là. Flûte. Alors, comment je... Ah oui, ok, pardon. Alors, moi, je n'ai pas réalisé. Ah oui, c'est... Okay. Il y a un petit... Ah oui, si, ça a marché maintenant. C'est bon ça maintenant ? prend juste un peu de temps. Ah pourtant, je suis dessus depuis... Bon, bref. Ok, bon. C'est l'informatique, hein. Moi, j'y connais pas grand-chose. Oui, alors donc, vous voyez, vous avez un exemple de code à gauche, là, basé sur une classe, hein, sur un JavaScript dans les 2 cas, et puis en bas, avec un prototype, peu importe, mais vous voyez que pour le prototype, vous avez 5 lignes utiles, et puis pour la classe, on n'en a que 4. Donc, on peut factoriser un petit peu mieux dans les cas, je dirais, classiques. On peut également... Il y a d'autres avantages. Hein, par exemple, il y en a dont je n'ai pas parlé là, mais comme le fait de pouvoir isoler du code. Hein. Si on a un langage qui est fortement typé, enfin si on utilise le C++, par exemple, on peut dire le fonctionnement interne du chien, par exemple, pour prendre mon exemple de chien, hein, on ne le connaît pas ou on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de le bousculer. C'est écrit par quelqu'un d'autre qui est un programmateur de chiens, donc le dieu du chien. Hein. Et puis, nous, on peut voir le chien que de l'extérieur. Donc, on peut lui donner un sucre, donc il agite la queue, voilà. Bon, il se passe des phénomènes de ce genre. On peut lui faire boue et il se met à aboyer. Ça, je vois l'extérieur du chien, mais je ne vois pas l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire
quand on est en programmation orientée objet, qu'on ne peut pas faire en revanche avec la même rigueur. Ce sont des enjeux d'ingénierie informatique importants, hein, de pouvoir dire qui est responsable de quoi, etc. Hein, c'est un petit peu comme dans n'importe quelle construction de quelque chose de compliqué. Et puis le fait d'avoir des classes, eh bien, ça va permettre également de faire du typage fort. Donc qu'est-ce que ça veut dire le typage fort? C'est le fait de dire d'avance, cet objet-là va se comporter de telle façon, cet objet-là va contenir une chaîne de caractères, cet autre objet va contenir un nombre, etc. Et comme on le sait d'avance, on va pouvoir demander à l'ordinateur de faire un certain nombre de vérifications, a priori, pour qu'on n'écrive pas une chaîne de caractères, c'est-à-dire un nom par exemple, à l'intérieur d'un endroit où on attend un nombre, qu'on ne puisse pas écrire Éric Paulin à l'endroit où il y a écrit où je dois mettre ma date de naissance, il faut que ce soit une vraie date, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire comme ça avec, en ayant un typage force qui est lié à l'usage plutôt de la programmation orientée objet. Et puis le dernier point, c'est que on va pouvoir... en ayant toutes ces informations d'avance, on va pouvoir non seulement vérifier, mais on va pouvoir générer un code qui s'exécute plus rapidement. J'ai fini avec la technique informatique, rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter davantage. Mais vous voyez que ces enjeux, c'est des enjeux qui sont très concrets, hein, qui sont vraiment... à la fin, c'est des questions d'argent, c'est des questions de respect des délais, c'est des questions de maintenabilité, etc. Bon, c'est des questions tout à fait concrètes. Alors, quelle n'a pas été ma surprise en allant à la fac de découvrir que ces questions de définition de classe ou de prototypage étaient des questions qui avaient un fondement philosophique assez sérieux et multimillénaire. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, en essayant de ne pas dire trop de bêtises. Et puis, c'est moins mon domaine, hein, la philosophie, donc j'espère qu'on va pouvoir me corriger si je dis une bêtise. Alors, je prends dans l'ordre un petit peu chronologique. Je pourrais commencer par le plus ancien philosophe grec connu, à ma connaissance en tout cas, qui est Thalès. Vous voyez que de Thalès, tout le monde connaît le théorème de Thalès, hein, qui est finalement le théorème des proportions. C'est-à-dire, si j'ai un triangle qui soit grand ou petit, c'est quand même le même, entre guillemets, le même. Donc on voit qu'on a une notion de catégorie, une notion de classe, comme je disais tout à l'heure. Et donc, s'il a les mêmes proportions, donc s'il est rectangle, si j'ai un triangle 3, 4, 5 par exemple, ça peut être 0, 3, 0, 4, 0, 5, c'est quand même bien le même. Et puis, on connaît tout ce qu'on peut faire en matière de transformation géométrique qui va maintenir la forme de notre triangle. Et puis, donc vous voyez que la philosophie, dès le départ, en fait, elle cherche la généralisation. Elle cherche à dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'ai Médor devant moi, ok, je peux parler de Médor. Mais qu'est-ce que je peux dire en général sur les chiens, par exemple? Qu'est-ce que je peux dire en général sur ma relation au chien? Qu'est-ce que je peux dire en général sur la relation du chien avec, peut-être avec son géniteur ou avec ses enfants? Qu'est-ce que je peux dire de la relation des chiens avec les chats? Donc vous voyez qu'on est dans la généralité. Alors, Platon, j'ai hésité sur la façon de présenter les quelques slides que j'ai, j'en ai pas un très grand nombre, mais je me suis dit, est-ce que je suis l'ordre chronologique ou est-ce que je fais l'ordre inverse? Parce que Platon, c'est le plus exotique, en fait, par rapport à la pensée commune. Alors j'ai choisi l'ordre chronologique. Hein, voilà, bon. Donc Platon oppose de façon radicale le concept à la chose. Il dit la chose, c'est notre monde physique, un petit peu dégradé par. Il y a presque une image, une idée de. Pour Platon, Platon est vraiment le tenant de l'âge d'or perdu, etc., et de la divergence à partir d'une harmonie initiale. Hein. Il s'oppose en ça à Aristote, hein, en ça et en beaucoup de choses. Et donc, pour Platon, le concept
le concept est antérieur à la chose. Le plan est antérieur à la réalisation. Il y a quelque chose comme il y a un plan divin, et puis voilà. Donc c'est un petit peu comme dans la Bible, Dieu fait l'homme à son image. Donc là, on voit le lien d'ailleurs entre image et concept. Il y a ce qui nous ramène à la Bible du début. Donc ce verset est très important, c'est le 27e verset de la Bible, Genèse 1, 27. Dieu fit l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa homme et femme. Donc c'est également le premier poème biblique. On répète la même chose 3 fois. Enfin, c'est réellement un truc qui a du poids, quoi. On sent que pour l'auteur de la Bible, c'est un sujet important. Et là, on a la même idée. Donc, si je prends la notion de cercle, par exemple, le concept de cercle, c'est un objet idéal. Donc, le mot idéa, vous voyez, je l'ai même écrit en grec. Voilà, non pas que je sache le grec, mais voilà. Le mot idée, il vient de idéa, c'est la même racine qu'idéal, évidemment. Et donc, cet idéal, pluriel idéo, dans le sens philosophique du terme, c'est donc un objet éternel, quelque chose qui existe en soi. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'il y a à la clé la question de la transcendance. C'est-à-dire que cet objet-là, il n'est pas du tout comme le cercle que je peux dessiner ici. Il n'appartient pas à ce monde, il est hors du temps, il est transcendant par rapport aux instances de cercle que je peux avoir ici, par exemple autour de cette pendule. Alors, cette question, elle est très importante parce que dans notre monde physique, selon les dernières, je dirais, données ou hypothèses de la science, il n'existe pas de cercle. Alors, il n'en existe pas parce que l'espace est courbe, mais on peut trouver un équivalent, ça, c'est pas difficile. En revanche, il n'en existe pas pour une raison qui est beaucoup plus fondamentale, qui est que l'espace est discret. C'est-à-dire, l'espace n'est pas un continuum, c'est pas... Il y a des grains d'espace. Et on est soit dans un grain, soit dans le grain d'à côté. Mais voilà, donc avec ça, on ne peut pas tracer un cercle. Alors, c'est vrai que ces grains sont petits, mais avec ça, on ne peut pas tracer un cercle. Donc, le cercle n'existe pas, sauf peut-être dans un monde qui serait tout à fait autre que notre monde physique. Et alors, je parle du cercle parce que, justement, le cercle, comme vous savez, le rapport du périmètre du cercle à son rayon ou à son diamètre, c'est un nombre transcendant. Là aussi, on retrouve le mot transcendant, qui est le nombre pi. Et donc, à la clé, il y a des questions telles que l'infini, un nombre transcendant, donc une infinité de décimales, c'est pas super pratique. Enfin, je veux dire, ça rentre pas dans les catégories ordinaires, et puis c'est pas non plus une fraction, ni même une solution d'une équation qu'on peut écrire avec des fractions. Bref, on est dans quelque chose qui est inaccessible et auquel on ne peut accéder que par une démarche itérative et infiniment itérative. Les suites de Cauchy pour ceux qui sont mathématiciens. Donc on est dans on est dans quelque chose qui s'apparente davantage au désir qu'au tangible. C'est-à-dire on est une espèce de quête, un petit peu comme dans le paradoxe de Zénon d'Élée, qui dit une flèche ne peut jamais atteindre son but parce qu'elle doit d'abord franchir la moitié du trajet, puis ensuite la moitié du trajet qui reste, puis la moitié, etc. Donc il y a cette idée que la flèche ne va jamais arriver à son but. Alors on sait que bien sûr, en pratique, une flèche, elle atteint son but. Donc le sophisme de Zénon d'Élée est une fumisterie, si j'ose dire. Enfin, je ne serais pas tendre, en tout cas avec Zénon d'Élée pour ma part. Je ne cherche pas du tout à faire quelque chose avec rien. Mais en revanche, dans le cas d'un nombre transcendant, on est bien dans cette situation. C'est-à-dire on n'est pas capable algébriquement d'atteindre un nombre comme pi. On est obligé de faire une construction qui va progressivement converger vers pi au bout d'un nombre infini d'itérations. Donc on a besoin de l'infinité pour atteindre ce nombre. Et cette infinité, elle pose un problème.
faut savoir que philosophiquement, pour Platon, l'infini n'existe pas, hein, pour Aristote non plus. Le concept d'infini, ça apparaît, à ma connaissance, vers le IIe siècle après Jésus-Christ. C'est quelque chose de très tardif. Et le Dieu n'est pas du tout infini dans l'esprit de ces pythagoriciens. Hein. Dieu, c'est le nombre 1. Dieu, c'est au contraire l'unité. Hein, voilà. Et donc, qui engendre tous les nombres. 1 plus 1 fait 2, plus 1 fait 3, etc. Et donc, on engendre, et on retombe dans cette idée d'engendrer petit à petit. Hein. Donc, il y a cette idée, là encore, pour les mathématiciens, je crois qu'il y a un mathématicien parmi nous, on nous a dit, voilà. Donc, on sait qu'on a ce problème des cardinaux dits dominants, c'est-à-dire on peut toujours rajouter 1, on peut faire des opérations, machin, mais si on part d'un nombre fini, on aura toujours des nombres finis. Et puis, il y a cette idée de, ah oui, mais si je prends tous les nombres finis, puis je les mets tous ensemble, ah ben là, j'en ai une quantité que je ne peux pas compter avec mes nombres finis. Donc, c'est quelque chose d'infini, un concept un peu, radicalement nouveau. Puis ensuite, on a bien sûr, on dit, ouais, mais il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres, etc. Puis ça finit par rendre Cantor fou, comme vous le savez, le pauvre malheureux. Parce qu'effectivement, on dit, bah alors, une fois que j'arrive à l'infini, si je rajoute 1, alors c'est l'infini plus 1, mais en même temps, si j'ai un ensemble qui est infini, puis je rajoute 1, bah, j'ai la même quantité qu'au début, hein, parce que je peux les faire correspondre 1 à 1. Donc, et là, on se retrouve avec l'opposition entre les nombres cardinaux et ordinaux. Bref, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, et puis on se retrouve avec des paradoxes absolument invraisemblables qui ne sont pas résolus d'ailleurs. Hein. Donc là, moi j'aurais presque tendance à être finitiste. Dieu sait que j'aime les mathématiques, hein, mais il y a des fois je me dis quand même, ça donne tellement le vertige, on arrive à des trucs tellement bizarres que j'ai comme un doute. Voilà. Alors ce qui demeure, et pour parler dans des termes chrétiens, en tout cas pour utiliser le vocabulaire chrétien, c'est un petit peu comme si Dieu le Père était fini par nature et même unitaire, hein, ou la Trinité est unitaire, c'est ce paradoxe de la chose. Mais ce qui est infini, c'est plutôt le désir, c'est plutôt l'Esprit Saint. Hein, c'est plutôt ça qui serait infini. Hein. C'est le potentiel qui est infini. Mais l'être, lui, il est plutôt un. Voilà. Bon, voilà, je me permets de faire cette espèce de contraste. En tout cas, il y a un tiraillement entre des concepts qui sont extrêmes. Alors lui, Platon, il n'hésite pas, il dit, voilà, il y a une espèce d'ange ou de je sais pas quoi, un être surnaturel, enfin, transcendant par rapport à notre monde réel, qui est le cercle. Voilà. Le triangle équilatéral, le carré, voilà. Bon, c'est des objets comme ça. Et puis il n'y a pas que les objets géométriques, hein, bien entendu. Donc le chien, peut-être. Hein. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc pour Platon, ces objets sont des objets réels. C'est-à-dire le cercle abstrait est très réel, c'est comme un ange. Alors il a peut-être pas de corps, mais il est très réel. Il porte un nom, voilà, comme l'archange Gabriel. Il s'appelle Gabriel, il ne s'appelle pas Toto. Hein. C'est pas une impression, c'est le même archange Gabriel qu'on voit, qui va voir la Vierge Marie, puis qui plus tard va voir peut-être Mahomet, etc. Bon, donc il y a cette idée qu'il s'agit d'objets très réels. Hein, donc on va retrouver cette idée-là au Moyen-Âge après sous le nom de réalisme. Voilà, alors le dernier point qui est important, c'est que si on prend maintenant un objet de notre monde réel, donc par exemple le Médor, hein, Médor il a une dualité, il est composé de matière, très concrètement, hein, il a un certain poids, certaine taille, il est à un certain endroit, bien, il est donc tout à fait concret, et en même temps, dans le même temps, il est chien, voilà, d'une façon un petit peu mystérieuse, transcendante. Voilà. Alors, voilà donc l'idée de Platon en 2 mots. Alors ensuite Aristote, lui, il a fait carrément un traité sur ce sujet-là. Hein, qui s'appelle les éléments ou donc topika en grec. Vous voyez, je l'ai écrit en grec. Alors je me suis donné de la peine pour vous. Donc, bon, alors Aristote, il est très différent de Platon. Platon, c'est une
c'est une sorte d'aristocrate athénien, enfin aristocrate au sens où les citoyens sont des aristocrates. Hein. Il est chez lui à Athènes, il pratique la philosophie comme un art libéral ou comme quelque chose de plus, comme dire, une activité qui est plutôt mystique en fait. Hein. Il va d'ailleurs voyager pour rencontrer des prêtres, etc. Jusqu'à Alexandrie par exemple, et puis ou dans le sud de l'Italie. Et puis Aristote, alors c'est le contraire de ça. Alors Aristote c'est le barbare, hein. Lui il est macédonien, hein. Donc c'est le gars du Nord, hein. C'est la menace, j'allais dire c'est le Bosch, sans animosité envers nos amis allemands, bien sûr, hein. Mais dans le sens un peu Première Guerre mondiale. Hein. C'est quelqu'un qui fait un peu peur, parce qu'il est un peu brutal et pas très... comment dirais-je, il a d'ailleurs été accusé d'impiété comme Socrate, et là je pense que c'était plus fondé que dans le cas de Socrate. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va manipuler les concepts sans se poser de questions. Hein. Pour lui, Dieu ou Médor, c'est égal, il va traiter les deux choses de façon intellectuelle, et il va même s'en vanter d'ailleurs. Hein. S'il y a une entité qu'Aristote adore, c'est son esprit et son intelligence. Hein. C'est ce qu'il dit dans ses éthiques, finalement, le résumé de sa pensée. À la fin, ce à quoi il arrive, c'est ce qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est de penser. Puis voilà, et l'homme est Dieu dans la mesure où il pense. Et donc, il faut méditer, etc. Voilà. Alors, voilà, il médite sans retenue. Alors, Aristote, il a cette qualité de ne pas avoir peur. Du coup, il sort des trucs un peu énormes, mais qui donnent matière à réflexion, qui sont intéressants. Hein. Et puis, vous voyez, j'ai cette phrase que j'ai retenue: il y a des choses universelles et des choses singulières. J'appelle universel ce dont la nature peut être affirmée de plusieurs sujets, et singulier ce qui ne le peut. Et là, on voit qu'il y a une opposition radicale entre l'universel et le singulier, qui est celle que les informaticiens ont entre une classe et une instance. C'est-à-dire que l'instanciation n'est pas de la même nature que l'héritage. Hein. Là, je fais une petite parenthèse technique. Si je dis, par exemple, un chien par rapport à un mammifère, hein, donc le chien est plus spécifique, donc on va dire que le chien hérite les propriétés du mammifère. Par exemple, les chiennes ont des mamelles. Voilà. Donc, ce lien d'héritage n'est pas de la même nature que l'instanciation. Quand je passe de chien à Médor, là, il se passe quelque chose de différent. Hein. Il se passe quelque chose de différent. Et ça, Aristote le voit bien, il le dit expressément. Alors, je ne dis pas qu'il est le premier à l'avoir vu, mais en tout cas, il va l'écrire et puis il va tout mettre à plat. Lui, hein. Et puis, alors, pour lui, il y va carrément. Il dit, voilà, le concept et puis la matière, en fait, se fusionnent pour obtenir l'objet. Comme une statue, hein, je prends la forme de la Vénus de Milo, je prends du marbre et pof, j'obtiens une statue concrète. Je peux faire la même statue en bronze, j'obtiens une autre statue, et puis voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, donc évidemment, il aplatit les choses d'une façon un petit peu brutale, comme je le disais, et il va, de ce fait, créer, si j'ose dire, à mon avis, un certain nombre de problèmes, parce que du coup on va se poser des questions, on va se dire, alors d'accord, mais si c'est la fusion entre la forme et la matière, est-ce que je peux réutiliser mon moule, hein? C'est-à-dire que comment est-ce que je peux dire je suis pleinement homme, donc j'ai en moi l'humanité, et puis vous avez aussi en vous l'humanité. Alors l'humanité, elle est en vous ou elle est en moi? Où est-ce qu'elle est? Bon, des questions de ce genre vont se poser, et ça fait partie de la querelle des idéaux. Hein. Et puis, donc Aristote va mettre à plat, va définir un certain nombre de concepts de façon assez méthodique. J'ai essayé de donner un équivalent à peu près dans des termes plus ordinaires. Donc il va parler de l'essence. L'essence, c'est la définition. Donc par exemple, on va définir un carré comme étant un losange qui a au moins un angle droit. Puis par conséquent, comme un losange a tous les côtés de même longueur, ça va faire que les 4 angles vont être droits.
Et donc, pour la définition, on va se contenter d'un seul angle droit, et on va dire que le fait que les autres angles soient droits, c'est ce qu'on va appeler une propriété. Hein, c'est le résultat d'un théorème. Ensuite, il va distinguer le genre et l'espèce, et en faisant ça, il va définir la notion d'héritage. Il va dire l'espèce va hériter les propriétés du genre. Donc voilà, on va changer un peu de sujet, d'exemple, si j'ai un cabriolet, c'est une voiture. Donc voilà, on va supposer que les voitures aient toutes 4 roues, on va simplifier. Et bien voilà, mon cabriolet a donc 4 roues. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ça, le genre et l'espèce, donc pour les informaticiens, ça s'appelle une classe parente et une classe dérivée. Hein. Et puis ensuite, donc, il va parler des pragmas. Hein. Pragma, c'est une chose. Hein. Pragma, pragmatique, vous reconnaissez le mot. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle une instance hein, en informatique. C'est donc Médor, hein, par opposition aux classes. Et puis, c'est donc un objet par opposition à une classe, voilà. Et puis ensuite, il va distinguer entre le propre que j'ai pas mis ici. Le propre, ça correspond à l'essence, si vous voulez. Hein. Le propre, c'est les attributs qui vont, par exemple, l'angle entre deux côtés, dans un carré, il sera, ça fait partie de la définition du carré que cet angle-là vaudra 90 degrés, j'allais dire 90, parce que j'habite en Suisse. Et puis, en revanche, le fait de dire ce carré, il a la longueur du côté est de 1 mètre, 2 mètres, enfin, unité ou pas unité, peu importe, et bien ça, c'est ce qu'on va appeler un accident. Donc c'est ce qu'on appelle un attribut, une valeur attributaire en informatique. Et puis ensuite, il va même insister sur la notion de différence pour dire ce qui va opposer peut-être le chien à un autre mammifère. Voilà. Et donc, en informatique, ça correspond à différents contextes. Ici, j'ai mis la surcharge, qui est un cas particulier où on modifie quelque chose qui existe au-dessus, mais il y a également, bien sûr, toutes les propriétés qu'on rajoute, tous les attributs, toutes les méthodes, toutes les fonctions qu'on va rajouter sur une classe. Voilà donc pour ce qui est d'Aristote. Alors, il ne faut pas que j'abuse de mon temps, donc ça va pour le moment. Et puis ensuite, on passe à quelqu'un qui est très peu connu des non-spécialistes, hein, mais qui est extrêmement important, qui est un des tout derniers néoplatoniciens. Alors, un petit peu d'histoire. L'école d'Aristote fonde une école. Cette école, elle va durer à peu près 3 siècles, puis elle va mourir de sa belle mort. Ce qui est un peu paradoxal parce que aujourd'hui, je dirais que 98% de la pensée philosophique contemporaine est basée sur Aristote, en fait. Et puis même dans l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui est vraiment le théologien qui fait référence dans l'Église catholique, est un aristotélicien en quelque sorte. Hein. Et en tout cas, il a basé tous ses travaux sur Aristote, et je vais en parler un petit peu plus loin. Et donc, mais néanmoins, l'école d'Aristote, l'école péripatéticienne, s'est éteinte d'elle-même. En revanche, le platonisme, lui, a bien vécu et vécu durablement jusqu'à ce qu'il fût interdit. Il a fallu un arrêt de je ne sais plus quel empereur vers le IVe siècle pour que le platonisme s'éteigne, finisse par s'éteindre. Après avoir été donc interdit. Et donc, il y a quelqu'un de très important dans le néoplatonisme qui est Plotin. Alors Plotin, c'est quelqu'un que vous connaissez plus que vous ne pensez, parce qu'il y a au moins une phrase de lui que vous avez probablement déjà entendue, qui est « l'on devient ce que l'on contemple ». Et je pense que cette phrase vous dit assez la profondeur de la pensée de Plotin. Rien que cette phrase, elle est tellement remarquable de profondeur et de pertinence que
ça suffit pour asseoir l'importance de ce personnage. L'un des élèves de Plotin était donc Porphyre de Tyr. Alors Tyr, c'est en Phénicie à l'époque, hein, donc c'est au Liban. Hein. Et Porphyre de Tyr avait parlait d'ailleurs, sa langue maternelle, c'était l'araméen, pour situer. Donc on a, faut retenir que la philosophie, alors Porphyre de Tyr, donc c'est le IIIe siècle après Jésus-Christ, hein, mais on est encore dans l'école grecque, si vous voulez, qui va durer jusqu'à cette époque-là. La philosophie grecque, le monde grec, va d'Alexandrie jusqu'en Macédoine et va depuis l'Italie et la Sicile, le sud de l'Italie et la Sicile, jusqu'en Phénicie. Hein. C'est vraiment ça le monde grec. Et beaucoup des plus grands philosophes grecs, et notamment les plus orientés mystiques, viennent très remarquablement de Phénicie ou de Syrie. Hein. Alors c'est le cas par exemple de l'autre Zénon, hein, Zénon de Cityon, qui est le fondateur du stoïcisme. Hein. Donc voilà, c'est le cas de Porphyre de Tyr aussi. Hein. Alors Porphyre de Tyr, lui, il fait quelque chose de très étonnant, c'est qu'il affirme, enfin il pose le problème, le méta-problème, en disant, bon ben c'est sympa votre affaire, mais ces genres et ces espèces dont on parle là, donc on est d'accord sur, donc c'est dans un livre qui s'appelle alors qu'est-ce qu'il y a écrit, Ésagogé, voilà, qui veut dire introduction, hein, introduction aux catégories d'Aristote en l'occurrence. Donc Porphyre de Tyr dit, bon, bah, tout ça c'est sympa, mais il faudrait quand même qu'on réfléchisse au niveau méta. Là, on a parlé des chiens, d'accord. Maintenant, il faudrait se poser une bonne fois la question de la réalité de ce concept de chien. Donc le chien réel, il est là, Médor, il est là, bon, lui, il est réel, il vient de me mordre, je vois bien qu'il est réel, j'ai pas de doute sur le fait qu'il est réel. En revanche, le concept de chien, est-ce qu'il est réel? Dans quelle mesure est-il réel? Est-ce que c'est Platon qui a raison? Est-ce que, en revanche, il faut considérer qu'il n'en est rien? Et puis, voilà. Et donc, il dit, est-ce que c'est une réalité subsistante? C'est un terme, c'est du jargon philosophique pour dire quelque chose qui existe en soi. Hein. C'est pas seulement... bon, par exemple, la couleur. Je prends un exemple simple. Hein, la couleur, ou même plus précisément la couleur blanche. Voilà. La couleur blanche, est-ce que c'est quelque chose qui existe en soi? Alors bon, pour la couleur blanche, on pourrait presque dire que ça a une réalité physique, puisqu'on peut définir en quoi consiste la blancheur, hein, physiquement. Mais bon, pareil donc pour le concept de chien, là on pourrait dire aujourd'hui, ben oui, ça existe dans l'ADN. On peut avoir un ADN qui est un ADN de chien et un autre ADN dont on peut dire que ça n'est pas un chien. Voilà, par exemple. Hein. Puis évidemment, on sait bien que ben, y a les limites ne sont pas toujours aussi nettes qu'Aristote, par exemple, l'aurait voulu. Hein. Donc il y a des blancs d'ordre supérieur, comme on dit. Il y a des êtres un peu hybrides en matière d'ADN, etc. Donc le sujet, il n'est pas forcément si évident, mais enfin, on a quand même une certaine matérialité de certains de ces concepts. Puis il y a d'autres concepts, alors qui sont abstraits. Je sais pas, je prends l'exemple du concept juridique de contrat, par exemple. Hein. Bon, ben voilà, le concept juridique de contrat, on va avoir du mal à trouver quelque chose dans le monde physique. C'est quelque chose qui est vraiment créé par l'homme. Le concept de monnaie, par exemple, bon, c'est un autre exemple. Bien entendu, telle monnaie particulière va peut-être être implémentée de telle façon, puis elle va être matérialisée. Mais le concept de monnaie en soi, bon, voilà. Donc lui, il va dire, bon, bah, est-ce que ce sont des réalités subsistantes, des réalités qui existent par elles-mêmes? Est-ce qu'elles sont corporelles ou incorporelles? Il va jusque-là, hein, jusqu'à imaginer qu'elles soient corporelles. Alors la raison pour laquelle il se pose cette question, c'est que bah, à cette époque, il y avait une grosse influence de l'école stoïcienne que je mentionnais tout à l'heure. Et pour les stoïciens, tout est corporel, à l'exception du temps et de l'espace, en gros. Hein. Mais tout le reste est corporel. Donc évidemment, la question se pose. Si le truc existe
et qu'il n'est pas corporel, c'est quand même une pierre dans le jardin des stoïciens, donc il faut en parler. Et puis, est-ce qu'elles sont séparées ou ne subsistent que dans les choses sensibles et d'après elles? Donc, est-ce qu'elles sont stand-alone, hein, ou est-ce qu'elles sont... voilà. Et puis, ou alors, est-ce que ce sont de simples conceptions de l'esprit? Hein, après tout, l'homme n'existe pas vraiment, c'est juste une façon pratique de parler des similitudes qu'il y a entre différents êtres, qui à part ça... bon. Il y a quand même un problème, c'est que pour revenir au premier chapitre de la Genèse, ben, les arbres engendrent des fruits selon leur espèce. Il y a quand même un truc là. Il y a quand même un truc. Mais bon, en tout cas, on peut se poser la question. Et puis, ayant bien posé la question, il dit, bon, ben, je vais éviter d'en parler, c'est là un problème très profond qui exige une recherche toute différente et plus étendue. Voilà, donc là, on a l'impression de... on reste un peu sur sa faim. Hein, voilà, mais en tout cas, cette clarté est louable. Alors ici, on a une représentation à gauche, hein, de l'arbre de Porphyre. L'arbre de Porphyre qui commence avec la matière, et puis ensuite la matière, est-ce qu'elle est vivante? Si elle est vivante, est-ce qu'elle est animée, donc animale? Et si elle est animale, est-ce que c'est un homme? Voilà. Et puis tout en bas, vous voyez, on a des instances. Donc on a Adam, enfin on a le crâne d'Adam, et puis des personnages à droite, à gauche. Voilà. Alors, je passe sur Porphyre. Alors bon, voilà, donc ça, on est au IIIe siècle après Jésus-Christ, hein, fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc le problème est énoncé. En revanche, la réponse reste à venir. Et alors, la tempête éclate au moment du développement de la scolastique. La scolastique, qu'est-ce que c'est? Alors là, il faut faire justice au Moyen-Âge qui est considéré comme une espèce de période obscure et quelque part entre l'Antiquité somptueuse et puis la Renaissance. En fait, c'est pas tout à fait juste ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris... bon, il y a bien sûr des alternances de périodes de civilisation, de développement de la civilisation, et puis de périodes de crise, de pauvreté, de misère, pour différentes raisons, guerre, épidémie, etc. Et on a créé donc une période qu'on a appelée le Moyen-Âge, qui inclut non seulement l'apogée du Moyen-Âge, le moment où on a construit les cathédrales, hein, tout simple pour faire simple, hein, et puis la période de crise d'avant, et aussi la période de crise d'après. Donc évidemment, ce découpage n'a pas tellement de sens. Hein. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a au milieu du Moyen-Âge, au moment où on construisait ces cathédrales, on ne faisait pas que construire des cathédrales. On réfléchissait, et on réfléchissait bien. Et donc, à ce moment-là, s'est développée la scolastique, qui est l'effort que les plus grands clercs de l'époque, hein, ont fait pour essayer de... pour rouvrir finalement les textes philosophiques de l'Antiquité qui avaient été mis sous le boisseau, et essayer de les rapprocher, d'en tirer la valeur, le sucre, pour l'ajouter à la foi chrétienne. Donc, voilà, donc ça c'est ce qu'on a appelé la scolastique, hein, de scola, c'est le même mot qu'école, hein, qui veut dire loisir en grec. Hein. C'est quand même une belle époque, parce que quand on a un mot qui veut dire loisir, on en fait le mot scolastique, qui va être donc ce summum de la pensée humaine. Aujourd'hui, l'utilisation qu'on a du mot loisir au XVIe, XVIIe siècle, ça s'appelait le déport ou desport, et c'est devenu aujourd'hui le mot sport. Bon, je ne sais pas si on est à la hauteur de nos ancêtres. Bon, en tout cas, donc voilà. Alors l'école scolastique, il y a le plus célèbre de ces scolastes, si j'ose dire, c'est saint Thomas d'Aquin que j'ai cité tout à l'heure. Mais en fait, il y en a tout un tas qui sont également très importants. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu la théologie, saint Bonaventure est certainement
au moins l'égal de saint Thomas d'Aquin. Hein. C'est quelqu'un de très très important au niveau de la qualité de sa pensée. Simplement, il ressemble plus à... C'est plus un platonicien, donc lui, il va soumettre son intelligence à un certain mysticisme, alors que saint Thomas d'Aquin, il va faire comme Aristote, hein, ce bulldozer qui remplit des pages et des pages en analysant. Il a une démarche qui est analytique et moins synthétique que celle de Bonaventure. Voilà. Alors, donc là, on va se retrouver avec trois idées. Alors, il y a deux extrêmes, le réalisme et le nominalisme. Alors, le nominalisme, ça va être très simple, hein. Les universaux n'existent simplement pas, c'est juste un artifice de langage pour parler de propriétés qui sont communes à différentes entités. Bon, il reste quand même notre problème des arbres qui font des fruits selon leur espèce, mais bon, admettons. Hein, ok. Pour moi, ça me paraît curieux d'aller jusque-là. Et en tout cas, il y a quelqu'un de très important qui va se mettre dans le camp du nominalisme, qui est le fameux Guillaume d'Occam. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'épistémologie, hein, c'est-à-dire la science des sciences, hein, Guillaume d'Occam, c'est l'auteur du fameux rasoir d'Occam, qui est le fait de dire, si j'ai deux théories pour expliquer la même chose, c'est la plus simple qui est la bonne. Hein, voilà. Donc, vous vous souvenez, pour prendre un exemple connu, hein, si on prend les révolutions coperniciennes, pour expliquer les trajectoires des planètes, on a été obligé d'avoir des cercles avec des petits cercles qui se baladaient sur le grand cercle, pour expliquer pourquoi certaines planètes régressaient, puis reprogressaient, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait Copernic qui dise, écoutez, si on mettait le Soleil au centre, ce serait quand même plus simple. Voilà, donc là, c'est un cas où le rasoir d'Occam dit, ouais, c'est Copernic qui a raison. Il n'a pas seulement un modèle plus simple, il a raison. Hein, voilà ce que dit le rasoir d'Occam. Donc Occam, il dit, je ne vois pas pourquoi je m'encombrerais avec ces trucs-là, parce que ça ne rajoute rien sémantiquement, en matière d'expressivité, et là c'est un terme, je reviens au monde de l'informatique notamment, hein, en matière d'expressivité, après tout, je peux tout coder n fois, et puis ça va marcher aussi. Hein, donc je factorise, mais c'est juste formel. C'est pas du tout... il n'y a pas du tout de fond derrière, hein. C'est juste pour factoriser du code, je vais créer mes classes comme ça, mais je ne prétends pas du tout qu'il y a la moindre réalité derrière. Voilà. Donc ça, c'est l'approche nominaliste. Alors, Guillaume d'Occam, ses écrits vont être purement et simplement interdits, en fait. Bien qu'il soit lui-même, alors comme je disais, c'est un clerc, hein, lui il est franciscain, hein, voilà, bon. Mais bon, il n'est pas le seul, hein, il y en a qu'on a brûlé, même parmi certains moines qui parlaient de l'existence potentielle. Cette époque est extraordinaire, hein, et des gens qui imaginent qu'il peut exister d'autres univers comme la Terre, ailleurs, avec d'autres êtres, etc. Bon, alors là, c'était le bûcher quand même, il ne faut quand même pas pousser. Mais voilà, Guillaume d'Occam, on a interdit ses écrits. Bon. Donc, à l'opposé, il y a le réalisme, donc hérité de Platon. Il y a un fameux Guillaume de Champeau qui s'est rangé de ce côté-là. Et puis, il y a Thomas d'Aquin qui va pas tout à fait aussi loin, qui dit, bon, il ne faut quand même pas pousser, il faut pas diviniser le cercle. Voilà, le cercle conceptuel, on ne va pas en faire un dieu, ni même peut-être un ange. Enfin, en tout cas, on va dire que le fait de la généricité qu'on lui donne, l'universalité qu'on lui donne, ça, c'est une chose que nous rajoutons mentalement. En revanche, le cercle existe bien, simplement, bon, il ne faut quand même pas pousser. Bon, ça reste quand même du réalisme. Et puis, entre les deux, il y a le conceptualisme, qui est donc l'héritage, finalement, d'Aristote. Hein. Et donc, c'est le cas d'Abélard, qui lui aussi a bénéficié des foudres de l'Église, entre autres. Et donc, en quoi consiste ce conceptualisme? Alors ça, c'est intéressant. Donc le réalisme, comme on disait, le concept existe avant la chose. Hein. Donc il y a voilà, Dieu pense le chien, pour faire simple, et puis, pof, il crée le chien, à l'image de ce qu'il a pensé. Donc vous voyez qu'on retrouve la notion de désir un peu là. Voilà. Et puis alors le conceptualisme, c'est pas ça, il dit, ce qui fait exister le concept de chien, c'est le fait qu'il y ait des chiens. Si je tue tous les chiens, le concept de chien disparaît aussi. Voilà.
Donc voilà, c'est une approche intermédiaire. Bref, on sait beaucoup. Alors quand j'étais à la fac, là, on a étudié des tas de textes de différents auteurs. C'était assez austère, je veux dire, comme lecture, parce qu'on n'y comprenait pas forcément grand-chose. Et en plus, c'était traduit du latin, pas forcément bien traduit. Enfin, voilà, bon, enfin, pas forcément bien traduit. Je veux dire, on pouvait se poser des questions sur le fait que le traducteur avait bien compris ce qu'il lisait, parce que pour traduire un texte de philosophie, idéalement, il faudrait l'avoir parfaitement digéré, hein, ce qui est pas toujours facile. Bon, c'est quand même plus facile de traduire Platon que de traduire Kant, mais bon. Voilà. Donc voilà. Alors, voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop rasé en vous parlant de tous ces sujets, mais vous voyez que finalement, on se fait des tas de nœuds à la tête à partir de ces problèmes de conceptualisation. Ne sont pas des problèmes triviaux et on peut imaginer plein de façons de se représenter ce que c'est qu'un concept. Et là, le degré de subsistance, hein, le degré d'existence en soi du concept. Est-ce que le concept est vraiment un objet, peut-être même un objet quasi vivant, éternel, enfin, quelque chose comme ça, ou bien est-ce que c'est juste une idée qui, bon, voilà, volante, hein, comme pensa volant, ou quelque chose comme ça, hein, comme les paroles. Voilà, donc, bon, il y aurait bien sûr plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Il n'est que temps, dis donc, oh là là, oui, j'ai passé tout le temps. Voilà, j'ai un petit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai mis un Shadok pour ceux qui connaissent les Shadok. Ces trois modes de représentation, enfin, trois positions dans l'éclairage de la scolastique, serait la plus adaptée à comment on fait l'informatique aujourd'hui? Alors, l'informatique n'a pas tellement de problème parce que l'informatique travaille dans un monde fini. Donc on n'a pas du tout ce problème, tous ces problèmes difficiles, le paradoxe du barbier, toutes ces galères qu'on rencontre dès qu'on met le pied dans l'infinité. Ces problèmes-là, ils n'existent pas dans le monde fini. Et nos ordinateurs sont même moins que des machines de Turing, parce que la bande sur laquelle la machine de Turing écrit est censée être infinie. Nous, on est dans des machines qui sont des machines de Turing moins l'infinité. Donc tout est fini. Hein, donc, bien sûr, le nombre d'états que peut prendre une machine est par définition fini, même si combinatoirement c'est un nombre absolument gigantesque, ça reste un nombre fini. Comme d'ailleurs notre univers. Notre univers, si on imagine qu'il est le fruit du Big Bang et qu'il n'est que cela, c'est un univers qui est fini. Il y a un nombre fini de points d'espace, de petits cubes quantiques. Hein. Il y a un nombre fini déjà, il y a un nombre fini de secondes depuis le Big Bang. On n'arrête pas de trouver de nouvelles limites, en fait, un petit peu partout. Et puis, alors, quand je dis un nombre fini, il n'y a pas seulement un temps fini, mais qui serait continu. On a un temps fini, mais qui est probablement des grains de temps, très probablement. Donc on est dans l'univers d'assez grands nombres, quoique du point de vue mathématique, ce ne soit pas des grands nombres. Hein. On est dans les 10 puissance 100, 10 puissance 110, 120. Ça, pour un mathématicien, c'est encore des petits nombres d'un certain point de vue. Pour un physicien, c'est des nombres gigantesques. Hein. Pour nos esprits, ce sont des nombres même pas imaginables déjà, enfin depuis très loin. Hein. Déjà 1 milliard, on a bien du mal à se faire une idée. Mais on est dans le monde fini. Et donc les données qu'on manipule, la taille des programmes, les différents états de ces programmes, tout ça est fini. Donc on a finalement zéro problème philosophique. Voilà. Donc finalement, à la fin du compte, on revient à l'approche, je dirais l'approche nominaliste, hein, celle qui consiste à dire finalement du moment que ça marche, c'est bon, hein, est suffisante pour nous. C'est un petit peu dommage, mais ce qui est intéressant, c'est cette tension pour aller toujours vers les classes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est senti obligé finalement de rajouter des classes dans le JavaScript, on s'est senti obligé de les rajouter dans le Python. Donc il y a quand même bien, en tout cas, ça dit au moins quelque chose sur notre esprit. C'est-à-dire notre esprit, il est à l'aise avec ces classifications. Et puis quelquefois un peu trop. Hein, c'est-à-dire, si on parle des races humaines, par exemple,
si on dit que ça devient du propre et plus de l'accident, c'est-à-dire monsieur est noir, madame est blanche, par exemple, et puis on dit, bah oui, mais enfin bon, c'est juste ce qu'on appelle les accidents en philosophie, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, et puis ça pourrait être autrement, c'est égal. Ou bien est-ce que c'est du propre, c'est-à-dire, ah, être noir vous rend différent de moi qui suis blanc. Vous voyez. Donc on voit que cette tendance à la catégorisation, elle est très profonde dans l'homme, et elle peut amener à des résultats indésirables parfois. Hein. Voilà, donc voilà, donc j'ai pas de conclusion malheureusement là-dessus. J'ai juste une espèce d'escapade à vous raconter dans le monde de la philosophie à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir mon exposé. Hein, voilà. Merci beaucoup.